Asseyez-vous s'il vous plaît, qu'on puisse commencer. Il reste beaucoup de place là-haut au premier étage. Je m'appelle Lisbeth Kemoun, je dirige le centre communautaire de Neuilly, et donc juste à côté de la synagogue, et dans lequel nous avions prévu de faire la conférence de Daniel Pipes aujourd'hui, avant d'avoir l'agréable surprise de toutes les réservations de votre part pour cette soirée. Et je dois vous dire qu'au départ j'étais sceptique, et donc je rends hommage à Philippe Carsanti qui m'a convaincu en me disant à quel point Daniel Pipes était un intervenant brillant et on n'aurait pas de mal à remplir la salle. Donc merci à tous d'être venus. Je profite de vous avoir pour vous dire deux petites choses. La première, c'est que si vous ne recevez pas nos informations, si vous ne recevez pas la newsletter du centre communautaire, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'on fait à Neuilly, et on fait beaucoup de choses bien, n'hésitez pas à venir dans l'entrée juste là. Il y a des gens que vous avez vus en entrant à qui vous pouvez donner votre adresse email et qui se feront un plaisir de la noter et de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a de beau comme programme. La deuxième chose, c'est un voyage à Auschwitz qu'on prépare pour le 15 mai prochain. Je pense que c'est important parce que finalement aujourd'hui il y en a de moins en moins, parce que les témoins aussi il y en a de moins en moins, et qu'on a ici une vocation de mémoire qu'on n'a pas l'intention de lâcher. Donc ce voyage à Auschwitz du 15 mai, on va le préparer parce qu'on considère que c'est aussi l'aboutissement d'une prise de conscience des gens. Donc que les gens soient juifs ou pas juifs, ils peuvent bien entendu venir à ce voyage. Ce cycle sur Auschwitz, il va commencer rapidement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il va commencer dès le 1er mars par une conférence de nos deux rabbins, le grand rabbin Blum et le rabbin Michael Azoulay, que vous connaissez sans doute, sur la question de la Shoah. Ensuite, le 17 mars, on aura une deuxième conférence avec des rescapés, les époux testilaires, qui vont venir nous faire part de leur témoignage. Et le 1er mai, qui est le soir de Yom HaShoah, on aura un historien qui viendra parler du mécanisme de mise en place de la solution finale entre 1930 et Auschwitz. Après, donc, le voyage a lieu le 15 mai. Si vous voulez vous inscrire ou avoir des renseignements, vous pouvez là encore aller voir nos amis Georges et Nadine qui sont dans l'entrée. Voilà. Et en dehors de ça, merci encore à tous d'être là, à tous nos intervenants, et je suis sûre que nous allons avoir une conférence très intéressante. À bientôt. Merci. Bonsoir à tous. Encore une fois, d'abord merci à la communauté de Neuilly de nous accueillir. Je suis vraiment ravi. C'est ma communauté qui me fait plaisir d'être là. Merci à vous tous. Je suis vraiment ravi aussi qu'on soit tous là, surtout un soir de vacances scolaires, donc c'est formidable. Je tiens à saluer Marie-Lise Fedge, ma collègue, adjointe à la mairie de Neuilly, voilà, qui est là. C'est un travail formidable à la mairie. Donc on a vraiment une chance exceptionnelle ce soir d'avoir trois intellectuels vraiment très importants. Donc d'abord Daniel Pipes, qui est vraiment la vedette américaine, au vrai sens du terme. Il parle très bien le français, donc c'est encore plus formidable. Donc on a aussi donc, Guy Villiers, qui est quelqu'un que vous connaissez tous, qui fait un travail rare, libre en France, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des gens comme Guy Villiers et tout. Et Michel Durfinkel, pour l'instant qui est un fantôme, mais qui va bientôt arriver. Et donc il est aussi quelqu'un qui est rédacteur en chef à valeur d'actualité. Daniel Pipes est directeur du Middle East Forum. Et Guy Villiers est universitaire, auteur, ils écrivent tous les deux dans de nombreux journaux, tout comme Michel Durfinkel. Et à la fin de leur présentation, je vais vous dire en gros, moi je vais parler très peu, je vais parler 4-5 minutes au départ juste pour poser un peu le sujet. Daniel parlera ensuite entre 5 et 10 minutes, je vais bien vous dire. Chacun parlera entre 5 et 10 minutes pour exposer un petit peu ses idées. Et ensuite, l'objectif ce sera de faire une soirée assez interactive pour prendre vos questions et
des questions courtes, j'insiste sur le mot court, pour avoir des réponses et qu'il y ait plus de choses. Vous êtes beaucoup dans la salle, beaucoup de gens vont se poser des questions, et donc ils auront plein de réponses à vous donner. Et on a la chance aussi exceptionnelle d'avoir Adèle Gastel à ma droite, voilà, qui est journaliste à France 24. Et Adèle a l'insigne honneur d'avoir été tabassée au Caire cette semaine, donc par la police de Moubarak, qui nous racontera un petit peu son expérience. Alors, en deux mots, donc, pour poser un peu le sujet, on a envie de se poser la question, après avoir vu la Tunisie et l'Égypte tomber, jamais 203, qui est le proverbe français, qui sera le prochain? Est-ce que ce sera donc le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Jordanie, l'Iran? L'Iran. Pardon? Bahreïn, les Émirats. Enfin bref, le Yémen, Belgique, si vous voulez. On a dit qu'on parlait des pays arabes. Je sais quand même. Voilà. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un effet domino qui va entraîner le monde arabe vers une libéralisation comme après la chute du mur de Berlin, ou bien est-ce qu'on va avoir un scénario à l'iranienne, c'est-à-dire qu'en gros, une transformation vers une dérive islamiste, c'est-à-dire ou bien est-ce qu'on a 1979 la chute du Shah et donc la charia et la rigueur iranienne, ou bien 1989 la chute du mur et donc tous les pays européens qui se libèrent, ou alors un autre scénario à l'algérienne 1991 où c'est la démocratie, mais comme on s'aperçoit après le premier tour que c'est pas bon, on annule les élections et ce sont les militaires qui reprennent le pouvoir, ou alors éventuellement encore une troisième voie. Donc en Turquie, les islamistes commencent à être de plus en plus inquiétants. À Gaza, c'est le Hamas qui arrive au pouvoir et qui ne sont pas prêts de lâcher. Au Liban, le Hezbollah vient de prendre le contrôle du pays par l'intermédiaire de ses envoyés spéciaux sur place. Alors, on va se poser plein de questions. On peut se poser aussi la question de savoir ce soir, est-ce que l'Iran, si l'Iran a la bombe, un jour, qu'est-ce que ça fera au Proche-Orient? Là, on peut déjà imaginer ce qui se passe quand on voit l'influence qu'ils ont au Proche-Orient sans cette bombe. On peut imaginer ce que ce serait s'ils l'avaient. Petite question qui sera très importante. Est-ce que les frères musulmans vont prendre le pouvoir en Égypte? Il y a une expression en vogue à Washington qui est assez intéressante, qui dit que la démocratie, quand les islamistes s'en emparent, c'est une personne, un vote, une seule fois. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu dangereux. Alors, une question aussi qu'on pourra poser. Je tiens à préciser que Daniel Pipes a vécu pendant 3 ans en Égypte, donc il connaît extrêmement bien ce pays. Une question, est-ce qu'en Égypte et en Tunisie, les élections sont trop tôt, sont anticipées, est-ce qu'elles sont prématurées par rapport au processus? Parce qu'une démocratie, ce n'est pas uniquement de voter, mais c'est aussi des institutions démocratiques, ce sont des partis, une justice indépendante, tout un tas de choses qui ne sont peut-être pas encore à ce stade dans les pays arabes actuellement en révolution ou en évolution, comme le dit Daniel, plutôt à la suite de coups d'État. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Est-ce que la charia va s'imposer? Est-ce qu'elle est elle-même compatible avec la démocratie? On pourra aussi poser des questions de savoir sur l'hypocrisie de nos gouvernements qui traitaient Moubarak et Ben Ali comme des grands chefs d'État et qui se faisaient des grands cons et qui du jour au lendemain leur interdisent le sol et bloquent leurs avoirs, savoir si c'est normal. On apprend grâce au Guardian, que Moubarak était l'homme probablement le plus riche du monde. On se demande pourquoi cette information n'est sortie que maintenant. Est-ce que c'est une information qui a été sortie par les services américains pour déstabiliser encore plus le président égyptien? Est-ce que la situation égyptienne évoluera dans le bon sens ou dans le mauvais? Est-ce que l'attitude de Barack Obama, qui la semaine dernière a véritablement poussé Moubarak vers la sortie, est-ce que c'est normal, surtout quand on compare avec l'attitude qu'il a eue avec les Iraniens quand il y a eu une tentative de révolte il y a 1 an et demi en Iran et que Barack Obama n'a absolument rien fait pour soutenir cette révolte? Je voudrais encore poser d'autres petites questions, parce que vous n'avez pas de réponse, sinon. C'est en Israël, tout le monde se pose la question avec Israël, les traités de paix qui ont été signés. Est-ce que ces traités de paix vont être respectés? Est-ce que les traités de paix ont été signés avec des États, ou est-ce que le fait de l'avoir signé avec des dictateurs ou des chefs autoritaires, est-ce que ça correspond à un schéma qui va pouvoir se prolonger dans le temps? Et je pense que ce qu'on est en train de voir dans le monde arabe, qui est quand même assez exceptionnel,
c'est qu'on voit que on nous a fait croire pendant des années que Israël était le problème central du monde musulman. On nous a toujours dit qu'il n'y aurait jamais de démocratisation, de libéralisation en Israël, dans le monde arabe, tant qu'Israël ne réglerait pas son problème avec ses voisins. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'Israël pourra arriver à une paix probablement avec ses voisins le jour où les choses se calmeront autour d'eux. C'est vraiment une inversion des problèmes. Voilà. Voilà. Ensuite, on pourra aussi poser une question sur le rôle des médias, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde arabe s'est embrasé aussi avec l'influence de Al Jazeera et des réseaux sociaux. Les masses arabes voient le monde à travers Al Jazeera, qui est véritablement leur fenêtre vers le monde extérieur. Quel sera l'avenir des femmes? Je crois que c'est un vrai sujet dans ces pays-là. Comment ça va se passer? Et puis voilà, pour conclure, je crois que c'est un truc très important qu'a nous dire Daniel au sujet de son optimisme, et c'est quelque chose d'incroyable. Daniel est optimiste pour l'Europe. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant à écouter. Il dit que la parole se libère en Europe, après ce qui s'est passé en Suisse, ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas. En Allemagne, en Angleterre, on a entendu les chefs de gouvernement nous dire que le multiculturalisme ne fonctionnait pas. Même Nicolas Sarkozy en a parlé récemment. Donc, il y a eu aussi la loi sur l'interdiction de la burqa. Donc, on est véritablement dans un moment historique. L'actualité est incroyablement, je dirais, précise actuellement. Si Moubarak était tombé dans 3 jours, c'était pas bien. Il est véritablement tombé il y a 4 jours, donc c'est véritablement au cœur de l'actualité. Et voilà, je crois que Daniel, je vais vous laisser parler. Et puis, ensuite, on passera le micro à Michel, qui vient d'arriver, Michel Gerfinkel. Merci, Michel. Je voulais déjà vous présenter tout à l'heure, et ensuite Guy Miller, que je ne vois plus, et que voilà. Bon, merci bien. Asseyez-vous s'il vous plaît, qu'on puisse commencer. Il reste beaucoup de place là-haut au premier étage. Je m'appelle Lisbeth Kemoun, je dirige le centre communautaire de Neuilly, qui est donc juste à côté de la synagogue, et dans lequel nous avions prévu de faire la conférence de Daniel Pipes aujourd'hui, avant d'avoir l'agréable surprise de toutes les réservations de votre part pour cette soirée. Et je dois vous dire qu'au départ j'étais sceptique, et donc je rends hommage à Philippe Carsanti qui m'a convaincu en me disant à quel point Daniel Pipes était un intervenant brillant et on n'aurait pas de mal à remplir la salle. Donc merci à tous d'être venus. Je profite de vous avoir pour vous dire 2 petites choses. La première, c'est que si vous ne recevez pas nos informations, si vous ne recevez pas la newsletter du centre communautaire, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'on fait à Neuilly, et on fait beaucoup de choses bien, n'hésitez pas à venir dans l'entrée juste là. Il y a des gens que vous avez vus en entrant à qui vous pouvez donner votre adresse email et qui se feront un plaisir de la noter et de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a de beau comme programme. La deuxième chose, c'est un voyage à Auschwitz qu'on prépare pour le 15 mai prochain. Je pense que c'est important parce que finalement aujourd'hui il y en a de moins en moins, parce que les témoins aussi il y en a de moins en moins, et qu'on a ici une vocation de mémoire qu'on n'a pas l'intention de lâcher. Donc ce voyage à Auschwitz du 15 mai, on va le préparer parce qu'on considère que c'est aussi l'aboutissement d'une prise de conscience des gens. Donc que les gens soient juifs ou pas juifs, ils peuvent bien entendu venir à ce voyage. Ce cycle sur Auschwitz, il va commencer rapidement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il va commencer dès le 1er mars par une conférence de nos 2 rabbins, le grand rabbin Blum et le rabbin Miguel Azoulay, que vous connaissez sans doute, sur la question de la Shoah. Ensuite, le 17 mars, on aura une 2e conférence avec des rescapés, les équipes testilaires qui vont venir nous faire part de leur témoignage. Et le 1er mai, qui est le soir de Yom HaShoah, on aura un historien qui viendra parler du mécanisme de mise en place de la solution finale entre 1930 et Auschwitz. Après, donc, le voyage a lieu le 15 mai.
Si vous voulez vous inscrire ou avoir des renseignements, vous pouvez là encore aller voir nos amis Georges et Nadine qui sont dans l'entrée. Voilà. Et en dehors de ça, merci encore à tous d'être là, à tous nos intervenants. Et je suis sûre que nous allons avoir une conférence très intéressante. À bientôt. Merci. Bonsoir à tous. Encore une fois, d'abord merci à la communauté de Neuilly de nous accueillir. Je suis vraiment ravi. C'est ma communauté qui me fait plaisir d'être là. Merci à vous tous. Je suis vraiment ravi aussi qu'on soit tous là, surtout un soir de vacances scolaires, donc c'est formidable. Je tiens à saluer Marie-Lise Fedge, ma collègue, adjointe à la mairie de Neuilly. Voilà, qui est là. C'est un travail formidable à la mairie. Donc on a vraiment une chance exceptionnelle ce soir d'avoir trois intellectuels vraiment très importants. Donc d'abord Daniel Pipes, qui est vraiment la vedette américaine, au vrai sens du terme. Il parle très bien le français, donc c'est encore plus formidable. Donc on a aussi donc, Guy Villiers, qui est quelqu'un que vous connaissez tous, qui fait un travail rare, libre en France, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des gens comme Guy Villiers et tout. Et Michel Durfinkel, pour l'instant qui est un fantôme, mais qui va bientôt arriver. Et donc il est aussi quelqu'un qui est rédacteur en chef à valeur d'actualité. Daniel Pipes est directeur du Middle East Forum. Et Guy Villiers est universitaire, auteur, donc, ils écrivent tous les deux dans de nombreux journaux, tout comme Michel Durfinkel. Et à la fin de leur présentation, je vais vous dire en gros, moi je vais parler très peu, je vais parler 4-5 minutes au départ juste pour poser un peu le sujet. Daniel parlera ensuite entre 5 et 10 minutes, j'ai bien compté vous dire. Chacun parlera entre 5 et 10 minutes pour exposer un petit peu ses idées. Et ensuite, l'objectif ce sera de faire une soirée assez interactive pour prendre vos questions, des questions courtes, j'insiste sur le mot court, pour avoir des réponses et qu'il y ait plus de choses. Vous êtes beaucoup dans la salle, beaucoup de gens vont se poser des questions, et donc ils auront plein de réponses à vous donner. Et on a la chance aussi exceptionnelle d'avoir Adèle Gastel à ma droite, voilà, qui est journaliste à France 24. Et Adèle a l'insigne honneur d'avoir été tabassée au Caire cette semaine, donc par la police de Moubarak, donc nous racontera un petit peu son expérience. Alors, en deux mots, donc, pour poser un peu le sujet, on a envie de se poser la question, après avoir vu la Tunisie et l'Égypte tomber, jamais 203, qui est le proverbe français, qui sera le prochain? Est-ce que ce sera donc, le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Jordanie, l'Iran? L'Iran. Pardon? Bahreïn, l'Iran. Enfin bref, le Yémen, Belgique, si vous voulez. On a dit qu'on parlait avec des pays arabes. Je sais quand même. Voilà. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un effet domino qui va entraîner le monde arabe vers une libéralisation comme après la chute du mur de Berlin, ou bien est-ce qu'on va avoir un scénario à l'iranienne, c'est-à-dire qu'en gros, une transformation vers une dérive islamiste, c'est-à-dire ou bien est-ce qu'on a 1979 la chute du Shah et donc la charia et la rigueur iranienne, ou bien 1989 la chute du mur et donc tous les pays européens qui se libèrent, ou alors un autre scénario à l'algérienne 1991 où c'est la démocratie, mais comme on s'aperçoit après le premier tour que c'est pas bon, on annule les élections et ce sont les militaires qui reprennent le pouvoir, ou alors éventuellement encore une troisième voie. Donc en Turquie, les islamistes commencent à être des choses plus inquiétantes. À Gaza, c'est le Hamas qui arrive au pouvoir et qui ne sont pas prêts de lâcher. Au Liban, le Hezbollah vient de prendre le contrôle du pays par l'intermédiaire de ses envoyés spéciaux sur place. Alors, on va se poser plein de questions. On peut se poser aussi la question de savoir ce soir, est-ce que l'Iran, si l'Iran a la bombe, un jour, qu'est-ce que ça fera au Proche-Orient? Là, on peut déjà imaginer ce qui se passe quand on voit l'influence qu'ils ont au Proche-Orient sans cette bombe. On peut imaginer ce que ce serait s'ils l'avaient. Petite question qui sera très importante. Est-ce que les frères musulmans vont prendre le pouvoir en Égypte? Il y a une expression en vogue à Washington qui est assez intéressante, qui dit que la démocratie, quand les islamistes s'en emparent, c'est une personne, un vote, une seule fois. Ouais. Voilà. C'est un peu dangereux. Alors, une question aussi qu'on pourra poser, je
Je tiens à préciser que Daniel Pipes a vécu pendant 3 ans en Égypte, donc il connaît extrêmement bien ce pays. Une question, est-ce qu'en Égypte et en Tunisie, les élections sont trop tôt, sont anticipées, est-ce qu'elles sont prématurées par rapport au processus? Parce qu'une démocratie, ce n'est pas uniquement de voter, mais c'est aussi des institutions démocratiques, ce sont des partis, une justice indépendante, tout un tas de choses qui ne sont peut-être pas encore à ce stade dans les pays arabes actuellement en révolution ou en évolution, comme le dit Daniel, plutôt à la suite de coups d'État. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Est-ce que la charia va s'imposer? Est-ce qu'elle est elle-même compatible avec la démocratie? On pourra aussi poser des questions de savoir sur l'hypocrisie de nos gouvernements qui traitaient Moubarak et Ben Ali comme des grands chefs d'État et qui recevaient des grands cons et qui du jour au lendemain leur interdisent le sol et bloquent leurs avoirs, savoir si c'est normal. On apprend grâce au Guardian, que Moubarak était l'homme probablement le plus riche du monde. On se demande pourquoi cette information n'est sortie que maintenant. Est-ce que c'est une information qui a été sortie par les services américains pour déstabiliser encore plus le président égyptien? Est-ce que la situation égyptienne évoluera dans le bon sens ou dans le mauvais? Est-ce que l'attitude de Barack Obama, qui la semaine dernière a véritablement poussé Moubarak vers la sortie, est-ce que c'est normal, surtout quand on compare avec l'attitude qu'il a eue avec les Iraniens quand il y a eu une tentative de révolte il y a 1 an et demi en Iran et que Barack Obama n'a absolument rien fait pour soutenir cette révolte? Je voudrais encore poser d'autres petites questions, je n'ai pas de réponse. C'est en Israël, tout le monde se pose la question avec Israël, les traités de paix qui ont été signés. Est-ce que ces traités de paix vont être respectés? Est-ce que les traités de paix ont été signés avec des États ou est-ce que le fait de l'avoir signé avec des dictateurs ou des chefs autoritaires, est-ce que ça correspond à un schéma qui va pouvoir se prolonger dans le temps? Et je pense que ce qu'on est en train de voir dans le monde arabe, qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'on voit on nous a fait croire pendant des années que Israël était le problème central du monde musulman. On nous a toujours dit qu'il n'y aurait jamais de démocratisation, de libéralisation en Israël, dans le monde arabe, tant qu'Israël ne réglerait pas son problème avec ses voisins. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'Israël pourra arriver à une paix probablement avec ses voisins le jour où les choses se calmeront autour d'eux. C'est vraiment une inversion des problèmes. Voilà. Ensuite, on pourra aussi poser une question sur le rôle des médias, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde arabe s'est embrasé aussi avec l'influence de Al Jazeera et des réseaux sociaux. Les masses arabes voient le monde à travers Al Jazeera, qui est véritablement leur fenêtre vers le monde extérieur. Quel sera l'avenir des femmes? Je crois que c'est un vrai sujet dans ces pays-là. Comment ça va se passer? Et puis voilà, pour conclure, je crois que c'est un truc très important qu'a nous dire Daniel au sujet de son optimisme, et c'est quelque chose d'incroyable. Daniel est optimiste pour l'Europe. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant à écouter. Il dit que la parole se libère en Europe, après ce qui s'est passé en Suisse, ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas. En Allemagne, en Angleterre, on a entendu les chefs de gouvernement nous dire que le multiculturalisme ne fonctionnait pas. Même Nicolas Sarkozy en a parlé récemment. Donc, il y a eu aussi la loi sur l'interdiction de la burqa. Donc, on est véritablement dans un moment historique. L'actualité est incroyablement, précise actuellement. Si Moubarak était tombé dans 3 jours, c'était pas bien. Il est véritablement tombé il y a 4 jours, donc c'est véritablement au cœur de l'actualité. Et voilà, je crois que Daniel, je vais vous laisser parler. Et puis, ensuite, on passera le micro à Michel, qui vient d'arriver, Michel Gerfinkel. Merci, Michel. Que je voulais déjà vous présenter tout à l'heure, et ensuite Guy Villers, que je ne vois plus, et que voilà. Bon, merci bien.